L'invité de ce jour est Lianwe Imhotep Bayala. Il est le coordonnateur pays du réseau stratégique des observateurs de la Confédération AES. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de terrorisme, souveraineté sahélienne et défis de l'AES, l'analyse du réseau AES. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être sur votre plateau. D'accord. Alors déjà, pour comprendre, qu'est-ce que le réseau stratégique des observateurs de la Confédération AES et pourquoi ce réseau a-t-il été créé? Oui, le réseau stratégique des observateurs de l'AES est un groupe d'hommes et de femmes experts ayant des domaines d'expertise très précis, soit dans le domaine de l'information et de la communication, soit dans l'évaluation, soit dans l'analyse stratégique politique et géopolitique. Et ce réseau a fait le constat que il y a un certain nombre d'efforts qui sont faits au niveau institutionnel pour parer à toute éventualité, apprécier l'actualité qui se déroule sur le feu de l'action, mais aussi se projeter en dehors de l'environnement AES sur les questions régionales, les questions continentales, les questions mondiales, et pouvoir faire des lectures croisées de l'ensemble des informations en lien avec le Sahel. C'est une forme d'action de veille informationnelle qui consiste à faire en sorte que ces experts-là puissent collecter tout type de narratif qui surgit partout sur la planète Terre et à faire de ces éléments-là des objets d'attention, des objets d'analyse, parce que cela ne doit pas être perçu comme des choses innocentes. Et donc ce réseau est composé de Maliens, de Burkinabés et de Nigériens. Il se veut en accompagnement aux actions institutionnelles déjà élaborées, et nous savons que l'État, à travers les différentes commissions nationales de l'AES, font un travail exceptionnel. Nous savons que les ministères des Affaires étrangères, mais aussi les ministres ou les départements politiques de politique sectorielle des différents pays ont régulièrement des échanges. Mais à côté de ça, nous avons fait le constat qu'il était indispensable que le citoyen lambda, que ce citoyen doté d'expertise et spécialiste d'un domaine très précis, que nous puissions faire jonction pour compléter l'ensemble des efforts qui sont faits pour apprécier la situation. Elle est tellement vaste et variée qu'il était important qu'une action citoyenne, bénévole et patriotique puisse s'articuler à l'action publique, à l'action institutionnelle. Et ce réseau est né, je pense que c'est votre deuxième question, est né dans le sillage du mois de février, où nous avons entamé les réflexions en se disant que on ne peut pas laisser l'ensemble de cette tâche-là uniquement aux décideurs. Ils sont déjà surchargés et surmenés par un certain nombre de choses, donc il faut que des acteurs, je dirais pas non institutionnels, parce que le réseau comprend des acteurs non institutionnels, mais aussi des acteurs institutionnels, en vue de faire en sorte que par son ancrage institutionnel, le réseau puisse directement pouvoir faire des recommandations, faire des suggestions aux décideurs afin d'éclairer leur prise de décision et tout le reste. Et nous avons eu le premier sommet de façon urgente le 27 avril en ligne, en attendant de continuer à travailler sur sa croissance. Alors la particularité d'un tel réseau, c'est qu'elle réunit à la fois en son sein des experts de domaines assez variés et précis, venant des 3 pays de la Confédération. Oui. Est-ce que aussi ce réseau est ouvert à un individu lambda qui n'a pas forcément une expertise sur un domaine clé? Oui, le réseau fait aussi de la collecte de données, donc la collecte d'informations. Et sur cet angle, n'importe quel acteur, en tout cas désireux de participer au succès des batailles de souveraineté en cours dans l'AES, est vraiment le bienvenu. Et c'est à cause de ça, parce
parce que l'expertise, elle ne se décline pas uniquement avec des grands diplômes, elle ne se décline pas uniquement avec en français, elle se décline aussi en langue nationale, parce qu'on a beaucoup d'experts qui sont capables, parce que l'expert c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable d'analyser avec justesse, avec des outils, avec de l'information variée, une situation et pouvoir suggérer des orientations. C'est la pertinence de ces analyses, la pertinence de ces suggestions qui le valide lui-même en tant qu'expert. Sinon, si vous compilez une fois une analyse, elle se révèle biaisée, une deuxième, elle se révèle biaisée, peu importe la taille des diplômes et de l'expérience que vous avez, vous disqualifiez en tant qu'expert. Donc c'est pourquoi ce réseau se pense dans un prisme décolonisé, se pense sans les préjugés de cette colonisation qui nous affecte énormément, et se veut suffisamment ouvert, se veut suffisamment décomplexé sur un certain nombre d'enjeux, sur un certain nombre d'acteurs, faisant en sorte qu'il ait toutes les garanties pour pouvoir réussir ces différents mandats. Tout compte fait, ce réseau fait des démarches vers des citoyens, vers des acteurs de l'institutionnel. En tout cas, l'efficacité de ce réseau repose sur sa capacité à pénétrer toutes les sphères pour prendre la matière à traiter. D'accord. En tant que coordonnateur pays de ce réseau stratégique des observateurs au niveau de la Confédération de l'AES, oui, vous avez donné un avis par rapport aux récents événements qui se sont déroulés au niveau du Mali. Quelle est la lecture que vous faites de tous ces épisodes qui ont débuté le samedi 25 avril dernier au niveau du Mali? D'abord, le réseau a tenu à présenter ses condoléances à l'ensemble du peuple malien, et plus particulièrement à la famille du camarade général de corps d'armée Sadio Camara, et les ayants droit de son épouse et de ses enfants qui ont été fauchés. Et à côté de ça, traduire notre solidarité au peuple malien pour lui dire qu'il n'est pas seul. Le destin de l'AES oblige que nous fassions chair, corps et âme ensemble, qu'ils sachent que au niveau politique des actions sont déployées, au niveau militaire des actions sont déployées, mais aussi au niveau des masses, qu'ils sentent que la chaleur des Maliens et des Nigériens et des Burkinabés les soutient dans cette action. Mais le réseau a fait le constat et l'analyse suite à cette attaque multiple, coordonnée et d'une barbarie innommable, fait le constat que le terrorisme ne s'attaque plus à des cibles symboliques et historiques qu'on lui connaît. Avant, le terrorisme s'attaquait à des cibles militaires, à des cibles étatiques, administratives, ciblait des éléments stratégiques en lien avec l'énergie, avec certains éléments très sensibles et très forts pour l'État. Mais désormais, nous faisons le constat que les terroristes ne se gênent plus de foncer sur des populations à main nue, d'éliminer des personnes non combattantes, et nous savons que le droit international humanitaire prescrit très clairement les clauses de combat armé en disant que les personnes non combattantes, les personnes non armées ne doivent pas faire l'objet d'attaques ou d'agressions. Et nous faisons le constat que de façon massive et de façon coordonnée sur l'ensemble du territoire malien, cette fois-ci, les cibles ont non seulement été militaires, ont non seulement été des symboles stratégiques de l'État, mais aussi à concerner des aspects qui visent des personnes spécifiques. Et vous savez que le fait qu'ils aient choisi une tête comme celle de Sadio Camara vient montrer qu'ils sont passés à une autre étape. Et on pourrait dire que cette coalition internationale terroriste, parce que ça n'était une, c'était une coalition internationale qui s'exerçait à faire un coup d'État. Et je pense que c'est l'échec du coup d'État qui les a ramenés à requalifier leur assaut d'attaque terroriste. Sinon, les visées, c'était non seulement, en plus des symboles militaires, des personnels civils, mais aussi des symboles très précis de l'État à travers le
personnel en charge des questions stratégiques de souveraineté militaire, la personne de Sadio Camara, mais le camarade président Assimi Goïta, comme symbole d'État, lui-même visé à l'effet de le renverser. Donc là, on se rend compte qu'il y a une déclinaison progressive. Il y a une forme de clarification des objectifs des groupes terroristes qui sont clairement non plus s'aimer le désordre, s'aimer la terreur de façon gratuite, mais ils articulent cette terreur à des finalités de reconquête formelle de l'État et d'exercer le pouvoir d'État. Quand on regarde, c'est une attaque vraiment complexe, oui, puisqu'elle s'est déroulée sur 4 villes du pays. Exactement. Simultanément. Oui. Aujourd'hui, quand on observe, est-ce que c'est le Mali tout simplement qui a été visé, ou est-ce que pour vous c'est le projet même de l'AES qui était visé à travers cela? Je pense que depuis que l'AES a été instituée, elle a même été instituée sur le feu d'une menace d'attaquer le Niger pour remettre le processus en cause, l'alliance de défense. Et à sa suite, on a vu un certain nombre d'initiatives d'hostilité militaires qui ont été entreprises par des pays voisins, par des organismes sous-régionaux, appuyés par des puissances impériales qui ont eux-mêmes affirmé à travers, par exemple, la bouche de Jean-Marie Bockel, monsieur France-Afrique de l'Élysée en fonction en ce moment, qu'ils avaient mobilisé 2000 soldats positionnés à Abidjan prêts à intervenir. Donc quand on regarde, on voit qu'il y a plusieurs tentatives, il y a plusieurs démarches pour briser l'élan souverainiste de l'AES. Depuis qu'il a été institué, il fait l'objet d'attaques variées et venant de plusieurs schémas stratégiques. Mais on peut faire le constat que ce qui s'est passé au Mali n'est pas du tout nouveau. Parce qu'au Burkina Faso, ici, vous aurez faire le constat que la planification de certaines tentatives de déstabilisation du pouvoir prenait en compte une coalition d'anciens acteurs politiques avec d'anciens ou d'officiers militaires en service et devait faire une sorte de jonction entre des militaires en service avec des groupes terroristes en service, entre un personnel stratégique qui constitue l'état-major des terroristes avec un personnel politique encore en service. Et on avait décliné la démarche en faisant le choix de saturer le système de défense, par exemple, de l'armée burkinabé, faisant en sorte qu'il y ait plusieurs fronts, en éliminant ou en détruisant un certain nombre d'appuis, notamment aériens, et de façon stratégique. Mais ce que nous avons observé au Mali n'est que la suite logique de toutes les tentatives de déstabilisation et de remise en cause de l'intangibilité des frontières de la Confédération AES. Une remise en cause des orientations idéologiques, politiques et économiques entreprises, mais aussi un contrôle stratégique désormais assumé des richesses de notre sol et de notre sous-sol. Et c'est là où le bas blesse, comme on peut le dire. Parce que dans l'imaginaire de ces pilleurs spécialisés, il n'était jamais arrivé l'idée, de façon même instinctive, qu'ils pouvaient perdre le contrôle stratégique des minerais des 3 pays. Et il se trouve que c'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est pour cela que cette coalition s'est dit qu'il faut saturer le système de riposte de l'État malien en ayant 2 objectifs, selon l'analyse du réseau. C'est l'occupation de la ville, la reprise de la ville de Kidal, mais aussi la chute du pouvoir de Bamako. Les 2 autres sites sont des sites de saturation pour occuper suffisamment les forces de riposte, à l'effet que la réactivité sur Kidal et sur Bamako soit suffisamment affectée et limitée, de sorte à leur permettre d'atteindre les objectifs. Et on peut dire que c'est quelque chose qui se déroule depuis un moment, et même au Niger, ils ont connu des attaques coordonnées simultanées, à l'effet effectivement de créer non seulement une psychose populaire qui amène les populations à douter de leur appareil de défense et de sécurité, mais aussi à dire que toute la force est de leur côté et que nous devons nous avouer vaincus. Ces événements au Mali sont assez particuliers et interpellent en ce sens où, depuis la mise en place du projet de la Confédération AES, on se retrouve dans l'une des premières fois où, au plan étatique, au plan stratégique, un haut responsable est directement visé au sein d'une capitale. On se retrouve à un moment où
les forces armées des 3 États sont clairement montées en puissance. Oui. Le Mali aujourd'hui surclasse des pays et pas des moindres de la sous-région. Oui. Le Mali aujourd'hui a une puissance militaire sur laquelle il faut compter dans la sous-région. Exactement. Mais on a vu une colonne qui ont pu traverser une ville jusqu'à atteindre leur cible. Oui. À ce niveau, la guerre est psychologique et aussi informationnelle. Oui. On a pour une première fois des indépendantistes qui s'allient avec un groupe terroriste officiellement pour mener une telle barbarie. Quelle est la lecture que l'on fait en ce moment ? Parce qu'il y a aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité de la part du civil d'aller à l'information, de donner, mais une colonne a été aperçue ici, beaucoup de questions se posent sur ces aspects. Oui, vous savez que le renseignement civil populaire a été lui-même trahi et pris au piège du fait qu'il n'est pas des acteurs impersonnels de renseignement professionnels spécialisés. C'est-à-dire que les citoyens qui participent au renseignement n'ont pas tous les clés de lecture des mutations possibles de l'ennemi. C'est le professionnel de renseignement qui peut avoir tous les éléments, alors que le personnel de renseignement est un personnel limité. Il ne peut pas être partout en même temps. Celui qui est simultanément, qui est systématiquement partout, c'est le citoyen lui-même, sauf qu'il n'a pas toutes les clés suffisantes de lecture. Ce citoyen sait que les groupes terroristes se déclinent en port de banderoles, en port de culottes, en port d'habits approximatifs, et sa silhouette ne laisse pas de doute presque. Mais là, on a des colonnes qui avancent avec le visage de l'armée malienne, qui avance avec un matériel, une logistique militaire impressionnante, parce que dans l'imaginaire de ces citoyens habitués à les voir en binôme sur des motos, ça peut être 1000 motos ou 100 motos, c'est frappant. Tout de suite, il peut alerter, parce qu'il voit, mais là, on a tout le matériel logistique militaire nécessaire. Mais en plus de ça, l'ennemi a usé d'une perfidie qui est celle d'employer la tenue officielle de l'armée des FAMA, faisant en sorte que le citoyen n'arrive pas véritablement à décortiquer l'information qui est en face de lui. C'est une information. Il voit des gens qui avancent. Ils sont en masse. Ils ont porté des tenues militaires de l'armée malienne. Ils ont des armes qui ressemblent aux armes qu'il a l'habitude de voir avec ses FAMA. Et cela l'a trahi quelque part parce qu'il n'a pas été suffisamment. C'est un des aspects. C'est un des aspects. Ce n'est pas la totalité. Et je suis certain qu'un certain nombre de citoyens n'ont pas joué pleinement et activement leur responsabilité de co-construire la sécurité en remontant l'information, mais c'est aussi dû au fait que l'ennemi a usé de perfidie. Et cela nous permet de faire cette petite parenthèse avec Human Rights Watch qui se précipite pour faire des conclusions hâtives sur le fait que des atrocités contre les droits humains sont commis par les forces armées des 3 pays du simple fait que ceux qu'ils disent apercevoir portaient les tenues officielles des armées. Là, toutes les colonnes qui ont foncé sur les capitales se sont illustrées par cette reconversion dans les références vestimentaires de l'armée. Et cela a fortement participé aussi à jouer. Mais il faut aussi avouer que quelque part, le renseignement populaire, parce que pour arriver à un tel niveau d'infiltration, cela veut dire qu'il y a eu des actions anticipatives, d'infiltration, de pénétration de l'environnement pour prendre toute la température, afin de renseigner leurs autres camarades restés très loin. Cela veut dire que le système de fonctionnement du dispositif ennemi a su se donner tous les atouts que nous n'avons pas su nous donner, a su user d'une contre-infiltration pour créer tous les éléments d'assurance à son avantage, sinon au grand jamais, sur 4 villes, de façon simultanée, avec une force constituée d'environ 10 000 à 12 000 combattants. J'avoue que cela échappe à l'attention collective et à la fois des spécialistes du renseignement, mais aussi aux populations. Cela nous amène à nous interroger si nous n'avons pas baissé la garde, si nous n'avons pas été victimes quelque part d'un certain laxisme sans véritablement négliger les efforts qui sont faits pour garder la vigilance à son optimum. Je pense que cette attaque vient
réactiver notre mobilisation ou notre remobilisation à tous les niveaux, au niveau militaire, au niveau stratégique, mais aussi au niveau des populations qui ont certainement baissé la garde et qui pensaient que la terreur était déjà passée, alors que c'est maintenant qu'elle se construit. Et avec ce qui s'est passé, on comprend davantage qu'il faut demeurer vigilant. Imhotep Bayala, je rappelle que vous êtes le coordonnateur du réseau stratégique des observateurs de l'AES. Dès lors qu'on vient à se poser ces questions, dès lors qu'on fait cette introspection, et en acceptant que le renseignement a un peu failli, dès lors aussi où on sait que toute œuvre humaine n'est pas parfaite, les armées les plus puissantes de ce monde aussi ont connu des revers. Exactement. Le même jour où le Mali était attaqué, je le disais récemment sur ce plateau, eh bien aux États-Unis on a vu une tentative d'assassinat de Donald Trump. Au Venezuela, c'est pas le renseignement qui a manqué, mais on a vu des infiltrations. Je ne tairai pas ce qui s'est passé en Syrie avec Bachar al-Assad, malgré tous les moyens et tout. Finalement, quand on accepte ces aspects, comment on se prépare? Quelle est la recommandation? Quelles sont les propositions du réseau AES par rapport au renseignement? Comment est-ce qu'on arrive à juguler? Parce que une chose s'est déroulée au niveau du Mali, il y a le Burkina et le Niger. Comment on évite que ça se reproduise non seulement au Mali, mais aussi dans les deux autres pays? Dans les autres, absolument. C'est en cela que nous en appelons à une solidarité agissante, telle que formulée par le dessein de constituer la confédération de l'AES, c'est-à-dire confédérer l'ensemble de nos forces stratégiques, de défense, de renseignement et tout ce que cela comporte. C'est dire que ce qui s'est passé au Mali doit systématiquement alerter les deux autres pays, y compris avec le Mali, que leur niveau de coordination et de partage et aussi surtout d'action et de réactivité doit monter davantage d'un cran. C'est vrai, nous avons une force unifiée de 15 000 hommes dont l'état-major se trouve même au niveau du Mali. Au niveau du Mali et qui pouvait déjà prendre en charge cette menace, aussi bien sur le plan du renseignement, aussi bien sur le plan de la riposte à préparer, mais aussi et surtout faire en sorte que cette force unifiée puisse déjà être une forme de blocus qui empêche n'importe quel de ces trois pays d'être victime d'une attaque de cette envergure. Certainement, il y a un certain nombre de travail qui a été fait et dont le commun des mortels ne peut pas avoir la mesure. On sait qu'il y a eu de la réactivité, de la prise en charge par le Burkina Faso d'un certain nombre d'opérations vers Sévaré et y compris sur Bamako. On sait que également vers Mopti, les Nigériens ont posé également des actions de solidarité et y compris aussi stratégiquement à Bamako. Et on sait en ce moment que l'ensemble de ces forces unifiées font des actions de ratissage massif autour de Kidal et à Kidal. C'est surtout pour nous, c'était déjà de dire que le renseignement doit accélérer sa capacité. Et nous savons qu'il y a beaucoup de travail qui sont faits, mais nous considérons que la survenue d'une attaque d'une aussi grande gravité et aussi variée, qui semblait tellement simple pour les belligérants, est aussi lié à un besoin de contre-infiltration efficace et massive. Contre-infiltration, même s'il y a eu la contre-infiltration, elle n'a certainement pas été à même de remonter à temps l'information pour qu'elle soit traitée au plan militaire et apprêter la réponse à donner. Si elle a pu être faite à certains endroits, c'est qu'elle n'a pas été massive pour prendre en compte tout le besoin de renseignement nécessaire aux ripostes à Kidal, à Mopti, à Sévaré et à Bamako. Et nous disons que cette contre-infiltration permet non seulement d'anticiper sur la menace, et elle permet de parer aux limites du citoyen civil qui n'a pas toutes les clés de lecture du silhouettage et du désilhouettage de l'ennemi. Parce que l'ennemi peut prendre toutes les allures. C'est un acteur de l'impérialisme. Et il rentre par tous les chemins. Vous le barrez la route par là, alors il revient ressortir d'un autre côté. Donc, il n'y a que des gens éduqués profondément à cette dimension de renseignement qui vont pouvoir prendre en charge. Donc nous invitons à un recrutement massif et à une politique de contre-infiltration très développée. Et aussi à développer nos services secrets qui déstabilisent les adversaires dans leur foyer avant même qu'ils n'aient l'idée de se déployer sur nos territoires. Et il faut faire en sorte que les pays qui accueillent très clairement des forces hostiles à nos pays, faire en sorte qu'ils soient tellement préoccupés chez
eux, qui n'ont pas le temps de progresser chez nous et ni d'accueillir des forces ennemies. Nous ne sommes pas en train de vouloir déclarer la guerre ou des confrontations entre des pays, mais nous sommes en train de dire que si notre ennemi est chez vous, alors nous serons obligés de faire comme l'Iran. L'Iran qui a neutralisé toutes les bases ennemies qui constituent une menace avérée. Et si nous avons des menaces avérées, il va falloir que nos services secrets, nos services de renseignement soient capables de cette projection pour prendre en charge les ennemis sur leur propre lieu de sédentarité. Il y a beaucoup de choses à dire. Lorsque j'ai lu le point par rapport aux recommandations, nous sommes à 5 minutes de temps d'antenne. Oui. Il y a deux aspects qui ont retenu aussi mon attention. J'aimerais qu'on les développe assez rapidement. Oui. Vous parlez de la protection des personnalités, Oui. qui est à prendre comme un levier essentiel Oui. dans cette dynamique. Est-ce à dire que pour vous, la protection des personnalités n'était pas une donnée assez prise à un niveau stratégique comme elle se devait de l'être? Et aussi, vous avez parlé d'assainir les institutions. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je commence par là. Et nous le disions très clairement, nous sommes très formels. Parce que la survenue d'une attaque aussi multiple et aussi consistante comme celle-là se fait toujours, peu importe la force de l'ennemi, se fait toujours avec des alliances incestueuses à l'intérieur de l'appareil stratégique. S'il n'y a pas des gens qui ont trahi le Mali à l'intérieur des missions stratégiques qui leur sont confiées, jamais l'ennemi ne parviendra à un tel niveau d'infiltration aussi aggravé que face aux efforts que le Mali a fait. Donc nous considérons qu'il existe, malheureusement, encore de notre constat et du suivi de tout ce qui se passe ici au Burkina Faso, qu'on a vu le numéro 2 du renseignement se rendre allié ou traite de la nation en faisant en sorte de servir des intérêts ennemis. Et je pense que des types de ces coups existent au Mali, existent au Niger et existent encore au Burkina Faso. C'est de demander à ce que le personnel en charge des aspects stratégiques de l'État soit totalement dévoué à l'État burkinabé. Je ne sais pas par quel mécanisme on va faire les recherches indispensables pour ne pas donner des leviers de la puissance de ceux qui permettent à des ennemis de nous infiltrer, à des gens non totalement acquis à la souveraineté de nos pays. Et nous pensons que ces gens qui existent sont le mal le plus profond que nous avons, plus que même que le mal que les terroristes nous causent. La traîtrise, le manque de loyauté à nos agendas personnels, à nos intérêts stratégiques, fait que nous perdons certaines batailles qui devaient être des lits de victoire pour nous. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut assainir la haute administration et qu'aucun levier de l'État ne soit confié à des hommes ou femmes non suffisamment examinés et dont on a l'assurance. Même si on ne peut pas être assuré à 100%, faisons tout pour s'assurer qu'aucun levier de l'État n'est entre les mains d'un apatride ou d'un traître cagoulé. Parce qu'ils sont capables de toutes les girouettes pour s'adapter au discours révolutionnaire ambiant. Mais en fait, ils agissent pour l'ennemi. Et nous pensons qu'il y a eu une dose avérée de traîtrise au sein de l'appareil stratégique de défense, mais aussi au sein d'un certain nombre d'acteurs. De toute façon, les politiciens, eux, ils ont trahi. Oui. On ne risque pas de suspecter des personnes honnêtes et patriotes autour de nous, de sorte à s'aimer aussi autre chose. Non, je pense qu'il existe du grand professionnalisme dans les services de sûreté de l'État. Notre renseignement je parle de la proposition du réseau telle que formulée lorsqu'on dit qu'il faut au sein des institutions aller vérifier, fouiller. Il y a ces personnes qui sont assez intègres, honnêtes, patriotes, mais en faisant toutes ces choses, est-ce qu'on ne risque pas de tourner l'assiette de l'autre revers aussi? Ceux qui ne se reprochent rien présenteront patte blanche, leur intégrité, leur loyauté seront davantage honorées et présentées comme exemple, mais ceux qui sont suspectables, il faut les éjecter et même les poursuivre. Je pense que cela devient indispensable à ce niveau stratégique de lutte que nous sommes en train de mener. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas des individus, c'est un ensemble confédéral de 79 millions de personnes dont la vie est en péril du fait que certaines élites ne jouent pas totalement la carte de loyauté qui est attendue d'eux. Mais aussi et surtout, nous disons que quand nous formulons cela, c'est simplement dire que l'être humain est faillible. Que moi-même, Bayala, je suis digne d'être mis en examen. Et que le fait d'être mis en examen n'est ni un acte d'inimitié ou des tentatives d'humiliation, c'est juste que
nous convolons ensemble. Regardez par exemple l'appareil étatique français, chinois. Regardez l'appareil étatique russe. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir autant de facilité d'avoir des sécous dans l'appareil de renseignement russe ou dans l'appareil de renseignement français? Pourquoi eux ne produisent pas à l'échelle du sommet de l'État des gens qui sont capables de trahir leur pays? C'est à cet exercice que je nous invite, sinon on ne dit pas de faire de la chasse à l'homme. Le deuxième élément, pour la protection, nous avons fait le constat qu'en dehors de leur fonction institutionnelle, les cadres de la révolution ne sont pas suffisamment pris en charge en ce qui concerne la protection de leurs biens, de leurs ayants droit directs, de leur famille. Vous avez vu, il y a eu une planification de coup d'État ici où on devait dynamiter les maisons de Bassolement-Bazier, du camarade président, du camarade premier ministre actuel qui était ministre de la communication, porte-parole du gouvernement à l'époque, et d'un certain nombre de ministres, le ministre Zerbo et tout cela. Cela montre qu'il nous envoie des signaux pour dire de ne pas minimiser. Les gens peuvent faire les commentaires qu'ils veulent, qu'ils se barricadent, ils se bunkerisent, mais c'est la condition indispensable à laquelle nous devons arriver pour préserver des symboles comme Sadio Camara. Nous ne disons pas que Sadio Camara était immortel, mais les conditions et la façon précoce dont nous l'avons perdu est inexcusable et nous amène à élever notre niveau de protection de ces élites-là. C'est vrai, on a perdu un gars comme Khamenei, mais on sait qu'avant de le perdre, l'Iran s'est battu. On sait qu'avant d'avoir certaines attaques stratégiques à l'intérieur de certaines capitales, il y a eu des efforts. Et nous disons que comme désormais, nos personnels, le plus gros personnel politique est sujet d'attaque, il faut également prendre en charge cela. Je conclue, permettez-moi en une seconde, pour dire qu'il faut saluer l'ensemble du peuple malien, des forces combattantes aésiennes. Parce qu'aucune armée en Afrique, ni dans le monde, ne peut défier à elle toute seule victorieusement 10 000 combattants ultra armés, une coalition internationale terroriste avec des sponsors étatiques officiels. C'est le porte-parole du FLA qui disait sur un média en France qu'ils ont l'appui du renseignement français, ils ont l'appui de la CIA, ils ont l'appui de l'Ukraine. Et d'ailleurs, l'Ukraine a célébré les attaques qui se sont passées au Mali le 25. Cela veut dire que parvenir à contenir cet assaut de plus de 10 000 hommes, c'est un exploit militaire. C'est vrai, nous avons perdu des nombres importants de citoyens, y compris un militaire de la trempe de Sadio Camara, mais nous n'avons pas perdu la bataille. Parce qu'aucun pays en Afrique, je ne le souhaite pas, qu'une tentative de cette nature se dirige vers le Bénin ou vers la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que ceux qui jubilent peuvent même tenir face à 1000 combattants terroristes. Mais nous avons résisté face à 10 000. C'est un exploit qui mérite d'être salué pour dire que nos forces, malgré leur faiblesse, malgré les défis que nous avons, demeurent des forces loyales à la souveraineté et à la protection des populations et de leurs intérêts. Yanwe Imhotep Bayala, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un honneur. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur pays du réseau stratégique des observateurs et bien de l'AES. Merci et on espère vous avoir très prochainement. À très bientôt. Également, merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders True TV et Watt FM. Merci sur le FM, donc ce numéro du DEJ Matinal Info. Et en attendant, de vous retrouver, Dieu voulant demain pour un autre numéro.